Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Les étudiants viennent à la matière de la copropriété avec réticence. C'est ce que m'a confié l'avocat et professeur à Assas Patrice Lebatteux dans un épisode précédent que vous avez peut-être écouté. Vous vous doutez bien que j'ai alors souhaité rebondir et cela sera chose faite aujourd'hui avec mon invité Henri Buzicazo, président d'une école leader de l'immobilier, l'IMSI. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour Anne-Sandrine. Confirmez-vous les propos de Patrice Lebatteux? Notre jeunesse éprouve-t-elle quelques difficultés à vouloir s'engager sur le chemin du droit de la copropriété et donc ensuite sur le chemin des métiers de la copropriété? Je ne peux pas cacher qu'il ait raison. Ça signifie deux choses. Oui. Il y a des métiers qu'on choisit spontanément et puis parfois ensuite, quand on va entrer dans une école immobilière, on va être amené à nuancer, à préférer un autre métier. La copropriété, pour être très clair, c'est l'inverse. Dans la plupart des cas, on va partir, il va falloir remonter la pente, on va partir du présupposé que ça n'est pas le métier qu'on a envie de faire, et on va y venir, en regardant mieux ce qu'est ce métier, ce qu'il apporte, le sens qu'il a, mais il est vrai que on doit plutôt se battre contre des freins, des présupposés, des idées reçues, et donc ce que j'ai appelé remonter la pente. J'utilise d'autres mots que Patrice Lebatteux, mais on ne peut pas le nier, et il est lui-même enseignant, et il voit bien ce que les jeunes ou les moins jeunes, parce que c'est un métier qui accueille des reconvertis aussi, des personnes plus âgées, mais il voit bien quelle est la logique. On ne peut pas nier cela. Il faut le défi, c'est d'inverser ça, c'est de dire qu'il faut créer un enthousiasme, une envie spontanée, positive, là où elle n'est que très rare. Oui, en fait, vous le dites, la question sous-jacente, c'est celle de l'attractivité des métiers de la copropriété, peut-être aussi celle du déficit d'image des syndics. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler ou retravailler l'image du métier de syndic? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour faire de la gestion de la copropriété, au sens large, une perspective engageante de carrière professionnelle? Un métier, c'est deux choses. C'est le discours qu'on tient sur lui, son image, et puis c'est une réalité. Alors, il faut qu'il n'y ait pas de distance trop importante entre les deux, mais il faut bien parler quand même du marketing de ce métier-là. Moi, je vous dirais, avec beaucoup de franchise et 35 ans d'expérience dans cet univers, que la profession parle mal d'elle-même. Elle parle mal de ce métier-là. Elle met en avant les servitudes. Et des servitudes, il y en a, mais je ne sache pas de métiers qui n'en connaissent pas. Les servitudes, on les surmonte toutes dans l'ensemble des beaux métiers. Les métiers qui sont en haut de l'affiche en termes de code d'amour. Il y a des classements d'ailleurs, chaque année, que certains de vos confrères publient des métiers des plus aimés aux moins aimés. Alors qu'est-ce qu'on trouve en haut? Pompier. Non, je plaisante. Pilote de chasse, on trouve les métiers de la santé, on trouve Et ces métiers-là sont pleins de servitudes. D'abord, les barrières à l'entrée sont considérables, il faut s'y former avec des formations longues, des études très longues. On y travaille énormément. Le rapport entre ce qu'on gagne et le risque qu'on prend, les efforts qu'on fait, n'est pas forcément extraordinaire. Vous savez, un pilote de chasse, c'est quelqu'un de la fonction publique qui joue sa vie chaque fois qu'il va sur un théâtre d'opération, et voilà, il a une rétribution personne ne se pose la question, mais de fonctionnaire de l'armée. Un urgentiste, c'est pareil. Donc la question de mettre en avant les servitudes, c'est une profonde erreur. Alors qu'est-ce que c'est les servitudes dans la copropriété? On va vous dire les horaires. Les âgés le soir. On travaille beaucoup. On va vous dire que il faut, face à soi, vous avez une communauté, il faut calmer de l'agressivité, mettre d'accord des personnes qui n'en ont pas envie. Vous savez, ça c'est la définition de la politique, par exemple. C'est un métier très politique, un métier de pouvoir. Mais est-ce que c'est ça? Je crois pas. Je crois que c'est exaltant. Donc
mettre en avant ce qui est difficile et oublier de parler du sens de la mission. La mission, c'est quoi? Moi, je vais dire d'une phrase, c'est la valorisation de patrimoine collectif. Voilà. Et c'est piloter le bien vivre ensemble. Voilà, 2 phrases. Il y a le côté patrimonial, il y a le côté plus humain, les copropriétaires. En 2 phrases, on peut dire le fond de ce qu'est ce métier et le sens. Donc ça, c'est le premier problème. Il y a un mauvais marketing du métier. Et puis, ensuite, est-ce que dans la réalité, faire ce métier est difficile, pénible, peu gratifiant? Il y a des problèmes à régler. Lesquels, oui. Par exemple, on met aujourd'hui ça sous le vocable de la pénibilité. Bon. C'est un métier dans lequel il y a une grande dimension administrative. Bon. C'est un métier très juridique. Tout ce qu'on fait dans une copropriété est encadré par des textes. Et donc, il y a une dimension que je qualifierais d'administrative. Le digital, aujourd'hui, et je vais jusqu'à l'intelligence artificielle, vient apporter des solutions d'allègement de tout ça. Il y a bien longtemps, mais ce n'est pas le cas dans tous les cabinets, qu'on ne fait que très peu de saisies comptables, par exemple. On ne va pas saisir plusieurs fois les factures, etc. Mais il y a des cabinets qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait suffisamment d'assemblées générales virtuelles? Tous les logiciels des syndics le permettent? Non, je crois qu'on n'y a pas assez recours. Et on voit bien qu'il y a une demande. L'intelligence artificielle pour, tenez, par exemple, comparer des factures, des propositions de fournisseurs, de prestataires. Eh bien, il y a aujourd'hui des outils IA qui permettent de le faire. Donc, il y a cette digitalisation qui est en marche, qui s'est accélérée depuis le Covid, qui n'est pas du tout arrivée à son terme. Oui. Et donc, c'est un métier qui a encore l'image d'un manque de modernité numérique. Deuxièmement, c'est un métier, on parlait de pénibilité. Les assemblées générales dans les grandes villes tardives. Mais ça, il appartient à la profession, c'est pas dans la loi, de discipliner, si je puis dire, les copropriétaires, de leur dire, mais écoutez, les assemblées générales, quand vous avez terminé votre journée, et qui vont mener le gestionnaire jusqu'à 23 heures, c'est-à-dire chez lui minuit, voire plus, ça ne doit plus exister parce que les personnes ont une vie et donc une fois par an, vous avez en général un appartement dans votre qui est votre résidence principale, tant mieux si vous en avez 2 ou 3, mais vous avez une assemblée générale, et bien on l'a fait en journée. Voilà, c'est un exemple, voilà une pénibilité qu'il faut gommer. Il ne faut pas non plus laisser passer les incivilités. On ne peut pas nier, mais les policiers, les médecins, les restaurateurs connaissent ça, qu'il y a aujourd'hui des incivilités. C'est-à-dire qu'effectivement, dans des assemblées, des personnes, parce qu'il y a des tensions économiques, sociales, se permettent des comportements qu'il ne faut pas laisser passer. Et voilà, et donc les patrons, notamment des gestionnaires dans ces cabinets, doivent dire stop à ça. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut remédier. Pour le reste, ce métier, il a un sens qui est indéniable, qui est même immense, assez magique, avec 2 vertus. Une très grande liberté, c'est-à-dire vous avez un dossier, de bout en bout, vous en avez la responsabilité. Il y a très peu de métiers où c'est le cas. C'est la magie du mandat. Mais complètement. Et même si vous avez 23 ans, c'est vertigineux d'ailleurs, on va vous confier la gestion d'une copropriété et tout vous appartient. Tout. Et deuxièmement, c'est un métier, je l'ai évoqué en parlant tout à l'heure d'une autre manière de la copropriété, c'est un métier de pouvoir. C'est-à-dire que c'est un métier il va falloir convaincre. C'est un métier politique. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire se dire... Être maire d'une ville, c'est très proche. Le maire d'une ville, pour moi, c'est un syndic, en quelque sorte, de sa commune. Il a un projet. Voilà, il a un projet, il sait ce qui est bon pour l'immeuble, sa conservation, sa rénovation, sa modernisation, le mieux vivre ensemble des copropriétaires, et il va devoir obtenir pour cela un vote.
sachant qu'il y a évidemment des intérêts différents dans cette petite communauté de 20 personnes ou de 200 ou de 2000. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, les métiers de conviction sont merveilleux. Donc, je pense que ce métier, sur le fond, il n'a absolument aucune... il n'a rien envie à aucun autre. Au contraire. Non. Mais alors justement, j'aimerais qu'on revienne à la question du marketing, parce que bien parler de son métier, c'est en faire la promotion, et puis c'est déjà aussi peut-être être plus heureux soi-même. Mais on lit quand même sur les réseaux sociaux une parole qui s'est libérée, mais à contresens de ce que vous dites. On lit régulièrement les publications, par exemple, de syndics, des gestionnaires de copropriété, postées de façon anonyme sur, en particulier, mais pas seulement, par exemple, un groupe Facebook qui s'appelle Mon quotidien de syndic. Oui. Et dans les mots qui sont posés là, eh bien, il n'est pas rare de lire une grande fatigue, ça c'est le minimum, un désespoir, toujours, souvent du découragement. Certains jettent l'éponge, comme ils disent. Alors, en fait, est-ce que ce ne sont pas les professionnels eux-mêmes qui se trompent dans leur communication ? Ou en tout cas, on les encourage à cela, à cette libération de la parole. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif ? Alors, vous avez tout à fait raison d'identifier ce mouvement de libération de la parole des gestionnaires, c'est-à-dire des personnes qui font le métier. C'est intéressant le distinguo. Ce n'est pas les patrons, c'est ceux qui ont les mains dans le cambouis. Voilà. Qui peuvent aussi être dirigeants de leur cabinet. Oui. Il y a les deux, il y a les deux profils d'ailleurs. Voilà, il y a les deux, mais d'abord, parce que derrière ça, il y a une association que je connais bien, dont je connais bien le fondateur et dont je connais bien l'utilité. On parle de faire le métier. J'approuve à l'initiative qui a consisté, il pourrait y en avoir d'autres, à libérer la parole de ceux qui sont sur le terrain, parce que déjà, la libération de la parole, on sait que c'est une guérison. Il ne faut pas prendre sur soi, il faut dire ça va pas, ça va pas. Par exemple, dénoncer la pénibilité, c'est déjà être sur le chemin du traitement. Dire au patron, utilisez mieux les outils informatiques, voilà, permettez-nous de déplacer les horaires d'assemblée générale, c'est précieux. Mais est-ce qu'il faut le rendre public, oui? Ça ne me gêne pas qu'on le rende public, à condition que ça conduise à quelque chose. Parce que moi, ce que je peux dire aussi, comme président d'école, c'est que ceux qui vont faire le métier, je vois ceux qui entrent dans le métier, d'abord, ils sont plus nombreux qu'il y a 5 ou 10 ans. Oui. Il faut le dire. Ils sont en gros 3 fois plus nombreux. On est loin du compte, le métier reste en tension. Mais vous voyez, il y a 10 ans, il n'y avait guère qu'entre 3 et 5% de diplômés de master qui allaient vers ce métier. Des masters spécialisés en immobilier. Aujourd'hui, je vous donne mes chiffres, je pense qu'ils sont communs à mes confrères, on est à 12,5%. Voilà, bon, sur les dernières cohortes. Alors, c'est pas ridicule. Et surtout, c'est une vraie progression. Mais il en faudrait sûrement plutôt 16, 17, 18% ou 20%. Ça veut dire que je mesure qu'il y a des problèmes de management. Ce métier, j'utilisais le mot, je revendique, il est vertigineux par les responsabilités qu'il vous donne. Vous dites à quelqu'un qui a un bac plus 5, c'est formidable, déjà, hein, il a été alternant, il a peut-être 2 ans d'expérience, vous lui confiez 40, 50 immeubles, c'est ça la vérité, qui ont une valeur unitaire de plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros si on est dans des très grandes villes. Donc un patrimoine considérable. Si on ramène ça à des destins de ménages, ce sont des centaines de ménages dont vous avez une part de responsabilité de la vie. C'est vertigineux. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le management, et souvent parce que les patrons de ces cabinets ont grandi par le métier lui-même. C'était eux-mêmes des bons gestionnaires et ils sont devenus patrons. Mais le management, c'est l'accompagnement, c'est l'encouragement, c'est la formation. C'est le temps aussi. Voilà, n'est pas suffisante. Je le dis, n'est pas suffisante. La formation aux nouveaux textes, aux nouvelles pratiques, etc. Et donc, le désarroi, quand je le lis dans les témoignages qui sont provoqués par l'NGC, d'abord, je ne le nie pas, parce que c'est la vérité. Et deuxièmement, je dis que ce n'est pas irrémédiable. Voilà. Dans les métiers où s'exprime le même type de désarroi, on s'aperçoit que c'est une question de management. Le terme
on se comprend. Il faut aider, accompagner les personnes en question. Quand on lit le désespoir des policiers, des magistrats, c'est pareil. C'est pareil. Ils disent pas j'ai un métier épouvantable. Ils disent j'ai pas les moyens, j'ai pas les outils, on ne me soutient pas, ma hiérarchie me lâche. Bon, c'est ça qu'on lit. Et je pense qu'il y a largement cette critique-là, managériale. Et le management, c'est vrai dans un cabinet de 3 gestionnaires ou de 300, c'est pareil. Il y a un problème, on ne tient pas suffisamment la main, si je puis dire, de ces femmes et de ces hommes. Et plus ils sont jeunes, plus cette situation va être terrible. Au moins jeunes dans le métier. Moi, je fais aussi, à l'INSI, je suis très fier de ce qu'on fait là, des programmes de retour à l'emploi avec France Travail. Et on a fait des promotions, on en est à la 5e, de femmes ou d'hommes entre 25 ans et 60 ans, qui en quelques mois acquièrent les bases de la gestion de copropriété, puis après il faut continuer, et ils ont des engagements de recrutement dans l'entreprise. Mais j'en vois trop qui jettent l'éponge, pas du tout parce qu'ils sont fragiles, c'est des gens qui ont un parcours de vie qui les a conduits à faire face à des difficultés, ils ont souvent des vies heurtées, et ils sont costauds. Et pourtant, ils arrivent en copropriété, et quand on ne les accompagne pas, au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce qu'ils ont la peau épaisse, ils laissent tomber. Voilà. C'est dommage, et là, je vois qu'il y a un problème. Mais oui. Est-ce que l'autre problème aussi, c'est peut-être quelque chose d'assez classique, hein, c'est ce consumérisme qui a envahi notre société et donc aussi le monde de la copro. Il pourrait être aussi coupable en fait des difficultés qui sont rencontrées par ces gestionnaires, puisque face à un gestionnaire, il y a un copropriétaire qui est devenu consommateur, peut-être trop consommateur aussi. Oui, moi je vais aller plus loin que le consumérisme. Oui. Le consumérisme, ce que vous dites n'est pas contestable, il a évolué dans l'univers de la copropriété, comme dans tous les autres. Oui. Mais qu'est-ce que je vois dans la copropriété? Parce que c'est un univers particulier. Et d'ailleurs, certains juristes, je pense à le président de l'UNPI, Sylvain Grattalou, qui est prof de droit aussi, nous rappelle qu'il n'y a pas de client en copropriété. Il y a un mandataire, ça dit, et puis des mandants, une collectivité de mandants, c'est le syndicat des copropriétaires. La différence, c'est que il y a en fait des femmes et des hommes qui ont 2 caractéristiques. Ils sont propriétaires d'une partie d'un immeuble, copropriétaires, on dit, depuis la loi de 65, et donc ils ont une responsabilité, non pas seulement de recevoir un service, mais d'être engagés dans quelque chose qui les concerne directement. Donc ils sont coproducteurs et co-responsables. C'est pas pareil que pour la plupart des services. Et deuxièmement, ils ont une responsabilité de prendre part à un destin collectif, c'est-à-dire d'accepter qu'il n'y a pas qu'eux. Ces 2 caractéristiques, elles sont à peu près uniques. Quand je vais déposer mon véhicule parce qu'il y a un problème technique sur ma voiture, je n'engage que moi. Bon, alors, c'est vrai que c'est ma propriété de moins en moins. Ça peut être un véhicule de location longue durée, un véhicule d'entreprise, c'est-à-dire que la distance par rapport à l'objet ne fait que s'accroître. Quand je suis propriétaire, ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et je dois oublier, même si je suis un ancien locataire, que j'en suis juste bénéficiaire. Je suis engagé dans la propriété. Et deuxièmement, par différence avec la voiture que je vais déposer, c'est un destin collectif. Voilà. Ce dont j'ai la responsabilité, c'est un morceau, une partie de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui s'appelle un immeuble. Donc, cette difficulté, elle est d'abord structurelle, c'est-à-dire qu'elle ne se réduira pas. Je prétends qu'elle ajoute du sens. Je parlais de la mission politique, et ça, c'est l'aspect collectivité. Je prétends que les enjeux, quand je vais devoir faire voter les bons travaux, qui vont faire 1 million, 2 millions dans une copropriété moyenne, je vais en appeler à la responsabilité de chacun qui va devoir se sentir concerné. Et que c'est magique. En attendant, ça met la barre très haut. Ça met la barre très haut. Et
Et alors, aujourd'hui, pourquoi elle est de plus en plus haut? Parce que les deux sujets, on est éloigné par les évolutions sociologiques. La responsabilité est en recul. Plus personne n'est responsable de rien. C'est un sujet vraiment, voilà, que les philosophes, les anthropologues, les sociologues prennent à bras le corps. On n'est plus responsable. On se défausse. On se défausse dans l'entreprise, on se défausse sur l'État, on se défausse sur un pays étranger. Et ce mouvement-là, il va devoir connaître un retour. Ce n'est pas tenable. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et s'agissant du rapport à la collectivité, on a aussi un problème. Il y a une montée des égoïsmes. Et le gestionnaire, qu'est-ce qu'il constate? C'est que quand il dit, écoutez, franchement, ce serait bien qu'on fasse ça, et on voit pas bien qui pourrait s'y opposer. Et là, il s'aperçoit qu'il a 20 identités qui s'expriment pour s'exprimer. On ne sait trop pourquoi, mais en tout cas, qui ne se réduisent pas à l'expression de l'intérêt collectif. Et on a du mal à faire nation, comme on dit aujourd'hui, à faire société, à faire immeuble, à faire quartier. On peut se dire, quand on est gestionnaire, il ne peut pas l'être autrement. On peut se dire, moi, je vais même relever ce défi et en tirer fierté. Mais ça dépasse la copropriété. C'est ça que je veux dire. Ça dépasse la copro. Et donc, si je vous ai bien compris, en fait, à quelques mois de l'anniversaire de la loi de 65, qui va bientôt fêter ses 60 ans, eh bien, une refonte de ce texte ne sera pas suffisante, ni pour améliorer la vie de la copropriété, ni pour revaloriser le métier de syndic, ou pas? Non. Non, moi je ne suis pas de ceux qui veulent le grand soir de la loi 65. Je crois même, et j'ai le souvenir ému d'échanges que j'avais pu avoir avec le rédacteur, l'initiateur de cette loi. Ah oui, quelle chance. Voilà, bon, Monsieur Capoulade, haut conseiller à la Cour de cassation, lorsque, à la fin de sa vie, il était rédacteur au ministère de la Justice. C'était son titre, c'est-à-dire jeune haut fonctionnaire en 1963, 4 et 5. Il a écrit la loi, il l'a inspirée. On s'accordait à trouver que c'était un grand juriste remarquable. Et moi, j'ai eu la chance de lui parler quelques mois avant qu'il nous quitte. On célébrait alors, non pas les 60 ans, mais les 50 ans, le jubilé de la loi de 65. Et je l'avais interrogé sur la modernité ou au contraire la péremption de ce modèle. Et il ne trouvait pas le modèle périmé, en faisant une analyse intransigeante. Il trouvait que les problèmes, c'était le heurt entre ce modèle qui créait une démocratie de palier. C'est une petite démocratie, et on n'aurait pas l'idée de dire que la démocratie, moi en tout cas je ne l'ai pas, est à jeter aux orties, mais c'est adapter cette démocratie, la faire vivre aux problèmes sociologiques, économiques, et quand on dit sociologique, c'est aussi la diversité, par exemple, jusque ethnique, religieuse. Dans des immeubles. Ça va jusque-là. Dans des immeubles aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont plus de problèmes, qui sont retraitées, qui ont des moyens, ou qui n'en ont pas. Il y a d'ailleurs les deux, avec des accédants à la propriété qui sont au maximum de leur taux d'effort, avec des investisseurs qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans l'immeuble. Une diversité de situations qu'on n'avait absolument pas en 1965. Absolument pas. Il y avait une simplicité et on a fait un modèle qui est rustique, qui aujourd'hui doit être plastique à ces réalités, notamment nationales, françaises, sociologiques et économiques. Et c'était le regard que portait Pierre Capoulade, et la lecture, quand je l'avais interrogé, comme vous m'interrogez, elle n'avait pas été juridique. Les grands juristes, ils ne répondent pas en termes de droit. Ils prennent du champ, ils prennent de la hauteur. Et il m'avait répondu sur d'autres thèmes. Moi, je prétends que ce modèle d'organisation de la micro-démocratie est irréprochable. À la marge, on peut retoucher ceci, cela. D'ailleurs, on a retouché la loi 65, je ne sais combien de dizaines de fois depuis sa promulgation. Et on le fera encore. Mais c'est à la marge. L'esprit de la loi 65
pour moi, est extrêmement moderne et il faut jouer avec. C'est comme la Constitution française, c'est comment on fait pour adapter ça aux réalités, mais certainement pas en déchirant la copie. Et merci d'avoir rappelé la force de la finesse, de la délicatesse de la pensée d'un grand juriste déjà. Oui. Et puis aussi, peut-être aussi nous avoir rappelé que la notion de responsabilité, voire celle de l'éducation, eh bien en fait, elle est première. Oui, tout à fait. Je crois même que quand on se pose un peu, est-ce que la copropriété, qui concerne une vingtaine de... en fait, aujourd'hui, oui, c'est ça, quelque chose comme un tiers de la nation française qui vit sous ce régime-là, mais qui vit sa démocratie, par ailleurs, tout le temps, dans la rue, au moment de déposer un bulletin dans l'urne. Bon, je pense que c'est un lieu où la démocratie est mise à l'épreuve. Voilà. Fortement, et donc, où elle peut s'épanouir de manière heureuse, parce qu'il y a une copropriété heureuse. Il y a beaucoup d'immeubles, et c'est la majorité, où finalement, ça peut être dans la difficulté, au forceps, mais finalement, on va prendre les bonnes décisions, on va faire ce qu'il faut, l'immeuble va se valoriser, les gens vont être plutôt bien ensemble, quoi qu'il en soit, le règlement de copropriété va être plutôt respecté. Voilà, la démocratie est à l'épreuve dans ce petit espace, plus ou moins grand, mais souvent de taille réduite, et finalement, ça nous fait réfléchir sur la manière de vivre ensemble dans des communautés forcées, en quelque sorte. Moi, je vais choisir un appartement, je choisis pas la copropriété et mes voisins, je choisis l'appartement, et puis après, il y a le reste. Oui. Voilà, exactement. De même, si je choisis, si je nais dans un pays, je trouve ce pays plein d'atouts, et puis après je vais voir qu'il y a autour de moi des gens que je n'ai pas choisis, etc. C'est pareil. Bon. Comment on fait avec ça? Je trouve que ça, on ne peut pas la lire sans un regard philosophique qui permet aussi de sortir des passions, quoi, et de s'élever. C'est-à-dire, c'est pas est-ce que les syndics sont bons, est-ce que mon voisin est un imbécile, il faut aller au-delà. Le même discours que dans l'après-guerre d'ailleurs. Comment va-t-on faire pour vivre ensemble dans ces nouveaux grands ensembles? Voilà. Absolument. Merci Henri Buzel-Cazot de cet échange. Réellement, c'était vraiment intéressant. Et puis, merci à vous tous et toutes, professionnels, peut-être aussi copropriétaires qui êtes toujours plus nombreux à écouter ce podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.